Dans cette vidéo, on s'intéresse à un exercice de résolution d'équations dérivées partielles particulièrement simple, donc des équations dérivées partielles qui ne dépendent que d'une seule dérivée partielle. Et on va voir déjà dans ce cas très simple comment on les résout, et ce sera la base de résolution pour des équations plus complexes. Sachant que dans des équations plus complexes, on va essayer en général de faire un changement de variable pour se ramener à une équation dérivée partielle de ce type-là, c'est-à-dire avec une seule variable. Donc ici, alors on va chercher des solutions pour les deux premières équations de classe C1, même si a priori c'est pas forcément nécessaire. Donc on va chercher des solutions C1 sur R2. Et pour les deux dernières, comme on parle de dérivée seconde, on va chercher des solutions de classe C2. Donc pour la première équation, donc on a cette équation-là. Donc on a la dérivée de f par rapport à x qui est cette quantité-là. Et donc on cherche qui est f et on va tout simplement primitiver par rapport à x. Donc on intègre cette équation, cette expression-là par rapport à x, donc on obtient ça. Et on sait qu'il y a une constante d'intégration qui apparaît, donc il y a une constante c qui apparaît. Et c'est là qu'il faut faire attention que cette constante d'intégration, c'est une constante qui ne dépend pas de x bien sûr, mais qui éventuellement peut dépendre de y. Parce que pour chaque y, la constante d'intégration pourrait être différente. Donc ici, la constante d'intégration qu'on va avoir, ça va être une constante, une fonction qui va dépendre de y. En plus, on veut que f soit classé 1 sur R2. Donc cette fonction c de y, qui s'écrit sous la forme f de xy moins x moins y3x moins x3 sur 3, va être de classe C1 sur R comme somme de fonctions de classe C1. Alors, remarquez bien que ici, j'ai fait le choix de laisser un x. J'aurais pu faire tout à fait autrement. J'aurais très bien pu prendre x égale 0, par exemple. Et ça, c'est valable pour tout xy. Donc si je fixe x égale 0, je vais obtenir c de y égale f de 0y moins 0, moins 0, moins 0. Donc j'aurai c de y égale f de 0y. Et j'obtiendrai comme ça que c est de classe C1 aussi, sans souci. Donc là, dans cette écriture, il faut bien comprendre que j'ai choisi de laisser le x, c'est un choix qui est tout à fait raisonnable, parce que ici, ma fonction, c'est une fonction qui dépend de y, et donc dans cette expression qui est à droite, c'est y qui varie et x qui ne varie pas. Alors si ça vous embête encore une fois d'avoir ce x, vous pouvez le fixer en prenant x égale ce que vous voulez. Donc là, je dis on peut prendre 5, mais n'importe quelle valeur. Et on obtient une expression qui sera peut-être plus habituelle pour une fonction dépendante de y. Alors là, on a fait un raisonnement par analyse en disant que s'il y avait une solution, alors, maintenant on va faire la synthèse. Réciproquement, donc si f de xy s'écrit sous cette forme-là avec c de classe C1, alors f est bien de classe C1 sur R2 comme somme de fonctions de classe C1. Et pour tout xy appartenant à R2, quand je calcule la dérivée de f par rapport à x, je tombe bien sur la quantité voulue. Donc f est solution. Et du coup, par analyse synthèse, l'ensemble des solutions est de cette forme-là. Et vous remarquerez que finalement, par rapport à une équation différentielle standard de degré 1, d'ordre 1, ce qui change, c'est que la constante d'intégration ici, il faudra bien faire attention à regarder par rapport à quelle variable elle est constante, et du coup par rapport à quelle autre variable elle peut varier. Donc ici, on dérive par rapport à x, donc cette constante est justement constante par rapport à x, mais elle peut dépendre de y. Donc après, la deuxième équation qu'on avait à résoudre, c'était celle-ci. Donc même chose. Donc on cherche toujours une fonction de classe C1 solution. Hein. Si on a df sur dx égale ça, donc j'ai séparé ma fraction en deux, alors je peux primitiver en x, et je trouve que f de xy, c'est 1 sur 1 plus y2 fois arctangente de x, plus pareil, une constante d'intégration qui va dépendre de y. En plus, on veut que f soit classe C1, donc du coup, j'isole encore mon c de y, et là, vous voyez, j'ai choisi de prendre x égale 3, pourquoi pas. J'obtiens que c de y, ça va être f de 3y moins 1 sur 1 plus y2 arctangente de 3. Et du coup, ma fonction c va être de classe C1 parce que f est de classe C1. Et 1 sur 1 plus y2 est de classe C1. Arctangente de 3, c'est une constante. Et donc, elle est de classe C1 comme somme de fonctions de classe C1. Et après, derrière, on fait la réciproque. Donc, on regarde juste que f est bien de classe C1 parce que c est de classe C1. Et du coup, on obtient que la dérivée de f par rapport à x égale bien l'expression que l'on voulait. Donc par analyse synthèse, on a l'ensemble des solutions qui est cet ensemble-là. Donc vous remarquerez que c'est déjà assez répétitif. On va passer maintenant à des équations différentielles d'ordre 2, avec une seule dérivée partielle encore une fois, donc on prend celle-ci. Donc on va chercher une fonction de classe C2 solution,
Et si on impose que la dérivée seconde de f par rapport à x2 est égale à y2, alors on va primitiver une première fois par rapport à x. On va obtenir que df sur dx c'est xy2 plus c1 de y. Donc toujours la constante d'intégration qui dépend de y ici. Et on va reprimitiver ce truc-là. Et donc du coup, toujours par rapport à x, on va obtenir que f de xy2, donc on primitive le x, ça fait du x2 sur 2. Le c1 de y, qui finalement est une constante par rapport à x, donc ça va me faire x c1 de y, plus une deuxième constante d'intégration qui va apparaître cette fois-ci, qui est toujours une fonction dépendante de y. Donc si maintenant on prend x égale 0, on se rend compte que ma fonction c2 s'écrit sous la forme f de xy, f de 0y, pardon, donc avec classe c2, parce que f est de classe c2. Si on prend x égale 1 maintenant, on obtient que c1 c'est f de 1y moins y2 sur 2 moins c2 de y, donc c'est aussi de classe c2, le 2 ici est oublié, comme somme de fonctions de classe c2. Et du coup, on a bien obtenu comme ça que C1 et C2, enfin on a obtenu que C1 et C2 doivent être de classe C2. On aurait pu faire un petit peu autrement, directement ici, ma fonction C1, j'aurais pu l'étudier. Ma fonction C1, on aurait pu déjà dire ici qu'elle était au moins de classe C1, en isolant en passant le x, y2 de l'autre côté. Mais vous voyez qu'à la fin, finalement, on obtient qu'elle doit être de classe C2 en prenant des valeurs particulières. Alors réciproquement, si on suppose qu'il existe C1, C2 de classe C2 tel qu'on est ça, alors f est bien de classe C2 par opération sur fonction de classe C2, donc c'est une somme de fonctions de classe C2 en fait. Et la dérivée de f par rapport à x, c'est cette quantité, et si je dérive une deuxième fois, j'obtiens y2, donc c'est bien solution de l'équation proposée. Et donc j'obtiens ce truc-là. Maintenant la dernière équation donc, qui est un peu plus compliquée, parce que cette fois-ci on a toujours une dérivée seconde, mais on dérive une fois par rapport à x, une fois par rapport à y. Donc notez bien que cette écriture d2f sur dx dy, c'est la dérivée par rapport à x de la dérivée par rapport à y. Donc quand on va vouloir primitiver, on va être obligé de le faire d'abord par rapport à x, puis par rapport à y. On pourrait faire autrement, parce que là on a dit qu'on cherchait des solutions de classe C2, donc si on les cherche de classe C2, ça veut dire que le théorème de Schwartz s'applique et qu'on peut le faire dans n'importe quel ordre, mais autant le faire proprement, c'est-à-dire dans l'ordre imposé. Donc d'abord je vais primitiver par rapport à x, donc je vais obtenir cette quantité-là. Puis, donc ma fonction, voilà, avec ma fonction C1 qui est toujours une fonction qui dépend de y parce que j'ai primitivé par rapport à x. Et maintenant, je vais primitiver une deuxième fois, mais cette fois-ci par rapport à y. Donc comme je primitive par rapport à y, j'ai mon xy là, j'ai mon x qui va devenir xy, x2 sur 2, x2 sur 2y. Mon C1 de y va devenir un D1 de y, où D1 ça va être une primitive de C1. Et je vais avoir une constante d'intégration qui va apparaître. Mais cette fois-ci, j'ai primitivé par rapport à y. Donc cette constante d'intégration, c'est constante par rapport à y. Et donc elle dépend de x. Donc là, c'est pareil, il y a une faute, c'est C2 qui est constante par rapport à y. Voilà. Donc après, si on prend y égale 0, on obtient que C2, donc là, une autre faute encore, j'ai oublié beaucoup de choses ici. C2 de x, ça va être f de x0 moins d1 de 0, qui est une constante. Donc cette fonction-là va être de classe C2 sur R2. Ensuite, si je prends x égale 0 cette fois-ci, j'obtiens que d1 à y associe f de xy, pareil, j'ai oublié le moins C2 de 0, ici. Et du coup, elle est de classe C2 aussi, parce que C2 de 0, c'est une constante, et f est de classe C2. Et voilà pour l'analyse. Donc on obtient que finalement, s'il y a une solution, alors elle s'écrit sous cette forme-là, avec D1 et D2 des fonctions de classe C2. Réciproquement, maintenant, s'il existe D1 et C2 de classe C2 tel que on est f de xy égale ça, alors f est de classe C2 comme somme de fonctions de classe C2, et on calcule la dérivée de f par rapport à y, on redérive maintenant par rapport à x, et donc f est bien solution de l'équation proposée. Donc par analyse synthèse, l'ensemble des solutions de l'équation proposée est bien cet ensemble-là, où C1 et D2, où D1 et C2 sont des fonctions de classe C2 sur R.